Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire subissait la première attaque terroriste de son histoire. Ce triste événement, qui s'est déroulé dans la ville historique de Grand-Bassam, a fait 19 morts, plusieurs blessés, des personnes traumatisées et d'autres marquées à jamais. 6 années plus tard, et au moment où le procès des présumés auteurs de cet événement s'est ouvert à Abidjan, nous revenons dans ce numéro d'Instant Vérité sur cet épisode douloureux qu'a connu notre pays. Et c'est avec le docteur Jean-Jacques Konadjé, expert consultant international en sécurité, défense et stratégie. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kobia. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ô combien important. C'est moi qui vous remercie. Bien, docteur Konadjé, quels étaient, au moment de l'attentat terroriste de Grand-Bassam, déjà le contexte sous-régional et puis quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'État ivoirien pour contrer ce genre d'événement? L'attentat en Côte d'Ivoire a eu lieu le 13 mars 2016, mais bien avant ça, il y avait un contexte sécuritaire ouest-africain morose. Oui. Et c'était dû à la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région et à une série d'attentats terroristes qu'il y avait eu dans certains pays. Je me souviens qu'il y avait eu l'attentat terroriste au Radisson, à l'hôtel Radisson de Bamako. Ça, c'était le 20 novembre. Oui. Et quelques mois, le 20 novembre 2015. Oui. Et quelques mois après, c'est-à-dire le 15 janvier 2016, il y a eu l'attentat de l'hôtel Splendid à Ouagadougou et de la terrasse Cappuccino. Et au mois de juin de la même année, on assiste à des groupes comme en Sardine qui menacent ouvertement la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des incursions djihadistes dans le sud de la Côte d'Ivoire avec l'attaque de Misséni le 10 juin 2015 plutôt, et l'attaque de Kafala. Donc c'est au-delà de tout cela que l'État de Côte d'Ivoire a jugé nécessaire de prendre un certain nombre d'initiatives. Donc à la fin de l'année 2015, il y a eu l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et après, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle l'opération Bouclier Ivoire. L'opération Bouclier Ivoire est une opération qui a permis aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de monter en puissance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est à partir de là que le président de la République a autorisé le CILAT. Le CILAT, c'est le comité interministériel de lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme est multiforme, donc il fallait une approche multisectorielle. Et le CILAT rassemblait tous les ministères, c'est-à-dire techniques, qui pouvaient intervenir en cas de lutte contre le terrorisme. Et en dernier essor, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le pacte. Le pacte, c'est le plan d'action contre le terrorisme qui déterminait les niveaux d'alerte en fonction des informations qu'on recevait sur le terrain et désignait la force qui était disposée à intervenir en cas d'attaque. Donc voilà autant d'initiatives qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bon, docteur, tout ce que vous avez cité, c'était avant l'attentat de Grand-Bassam. Malgré toutes ces dispositions que vous venez d'énumérer, l'attentat a eu lieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ne faudrait pas poser la question de cette façon. Il faut avoir une autre approche. Cette approche permet de comprendre que le terrorisme, la lutte contre le terrorisme s'inscrit dans une guerre asymétrique. Nous avons affaire à des personnes qui opèrent de différentes façons. Ils ne sont pas des armées régulières, donc nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. Et le terroriste a la particularité, comme je le dis, d'être à la fois partout et nulle part. Donc, on se prépare. Aucun État n'est suffisamment assez préparé pour contrer convenablement le terrorisme. Donc, on se prépare et c'est le renseignement humain qui nous permet de prévenir ou de juguler la menace. Mais en cas de survenance, il faut qu'il y ait une riposte. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Bon, en parlant de riposte, docteur, on a entendu tellement de choses au moment de l'attentat de Grand-Bassam, sur le nombre d'abord des terroristes et puis sur la riposte en question. Pour vous, qui étiez au cœur de la riposte à ce moment-là, parce que je tiens à signaler qu'à l'époque, vous étiez à la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, docteur? Oui, il faut dire qu'il y a eu 3 terroristes qui ont mené l'assaut. 3 terroristes qui ont mené l'assaut. Contrairement à tous les chiffres qui ont été avancés. Tous ceux qui sont en train d'être jugés, c'est pour complicité. Donc aucun des terroristes n'est présent à la barre. Et ces 3 terroristes qui ont perpétré l'attentat ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Et je voudrais préciser que, en raison de la nature de la menace, il a été décidé par le président de la République que ce soit les forces spéciales
de Côte d'Ivoire qui mènent l'assaut. C'est ce qui a été fait. Autre force n'a été ce sont les forces de défense et de sécurité ivoiriennes qui sont montées tous à l'assaut, mais ce sont les forces spéciales qui sont intervenues contre les terroristes et après ont été aidées par d'autres forces comme l'IUGN et tout ça. Là. Voilà. Et je voudrais préciser que en dehors des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, aucune force étrangère n'a contribué à la riposte. Et c'est ce qui fait la particularité. Aucune force étrangère. Ok, donc on voudrait profiter de cette occasion en même temps pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles abattent au quotidien contre toute forme de menace ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a un constat qui s'impose, docteur, c'est qu'en Afrique, les terroristes, bon, généralement, ils se cachent derrière des revendications idéologiques, très souvent religieuses et tout cela, pour mener leur guerre, en parlant des attentats. Mais à la vérité, ce sont des contrebandiers. Parce que les zones qu'ils occupent, voilà, ce sont des zones où il y a toutes sortes de trafic. Ce sont de grands voyous. En fait, on essaie de manipuler le fait religieux pour atteindre d'autres objectifs qui, en général, sont des objectifs économiques. En général, ce sont des objectifs politiques ou des revendications identitaires. Voilà des personnes qui, au quotidien, font du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, de la contrebande de cigarettes. Et aujourd'hui, on a constaté que même l'orpaillage clandestin est le fait des groupes... Oui, même l'orpaillage clandestin. Dans certaines régions du Mali, on a constaté que le terrorisme se nourrit de tous ces trafics-là. Et même lorsque Al-Qaïda au Maghreb islamique fait allégeance à Al-Qaïda Maison Mère, Al-Qaïda Maison Mère, quelques mois plus tard, va reprocher à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, de prendre des otages que pour se faire de l'argent. Parce que lorsqu'on prend des otages, selon la vision selon l'idéologie de Al-Qaïda, une prise d'otage permet de mettre la pression sur un État. Et ça doit se terminer par l'exécution pour créer la psychose dans l'esprit des États occidentaux. Donc, selon la maison mère, leurs objectifs ont été dévoyés. Voilà, leurs objectifs ont été dévoyés parce que quand AQMI prend ses otages, la finalité, c'est le paiement de rançon et tout cela. Selon vous, c'est parce qu'on ne dédramatise pas assez la question du terrorisme que voilà, les terroristes ils trouvent des terreaux fertiles auprès de certaines populations. Mais est-ce que le procès qui a cours en ce moment, depuis le 30 novembre, ce n'est pas une façon de dédramatiser? Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on ne connaît pas assez le terrorisme. Je pense que si, avant 2013, on avait fait une grande médiatisation ou bien une grande campagne de sensibilisation. Vous pensez que ça n'a pas été assez fait? Ça n'a pas été assez fait. Il y a eu des actions qui ont été menées au niveau de nos forces de défense et de sécurité, mais pour ce qui concerne les actions de sensibilisation en faveur de la population, on n'a pas eu trop d'informations. Voilà pourquoi des personnes aujourd'hui qui, de façon, je dirais, innocentes, ont hébergé ou ont conduit ces terroristes-là se retrouvent devant les barreaux. Parce que si on avait fait une sensibilisation pour montrer un peu comment des personnes en état de radicalisation se comportent, comment des personnes qui partent à la plage, qui parlent d'un certain nombre de langages se comportent, je pense qu'on aurait pu peut-être éviter un certain nombre de choses. Mais au-delà de tout cela, je pense qu'il faut intensifier le renseignement humain. Et il faut inviter nos populations à contribuer à la lutte contre le terrorisme. Parce que, comme je le dis, la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de tous. Et le citoyen, l'Ivoirien doit savoir qu'il est l'acteur de sa propre sécurité et de la sécurité des autres. En tout cas, merci à Dr Konadji. Un attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action, c'est l'œuvre scientifique dans laquelle vous traitez avec méthodologie la question du terrorisme, œuvre que vous avez dédicacée récemment. Et dans cette œuvre, vous mettez en avant les actions des forces de défense et de sécurité au moment des faits. Merci d'être venu partager avec nous toutes ces informations sur ce sujet. Attentat de Grand Bassam, 6 ans après, silence radio, point d'interrogation. Nous recevions Dr Jacques Konadji, universitaire et directeur de cabinet de la grande chancellerie nationale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis on passe le relais à Naomi Amousso Lafay pour la suite de ma